Allons-nous laisser détruire l'agriculteur? Allons-nous laisser détruire la santé publique et l'environnement en France et dans le Lot-et-Garonne? Je vous ai dit, toujours plus de productivité et donc de pesticides. Les traités européens imposent une agriculture hyper-productiviste, donc obligent les agriculteurs à diffuser de plus en plus d'engrais et pesticides, sauf pour ceux qui font de l'agriculture raisonnée. Tout le monde ne le fait pas, sauf pour ceux qui font du bio. Vous savez que de plus en plus, d'ailleurs, on incrimine maintenant l'utilisation des pesticides dans le développement d'un certain nombre de maladies. Maladies auto-immunes, ou bien la baisse inquiétante de la fertilité des hommes dans les pays occidentaux, qui viennent probablement de l'utilisation de tout ceci. Nous voulons interdire les OGM. Vous savez que l'Union européenne oblige les États à introduire les OGM, notamment suite au lobbying de Monsanto et de BASF. La Commission européenne a encore autorisé en juillet 2010 6 nouvelles variétés de maïs génétiquement modifiées pour une durée de 10 ans, destinées à l'alimentation humaine et animale. Là encore, on peut estimer qu'en gros 80% des Français sont contre. On a été obligé de l'accepter parce que nous sommes dans l'Union européenne. Ça nous paraît un total déni de démocratie. Et il y aura sans doute un candidat de EELV dans ce département qui, comme d'habitude, va aller voir les gens en disant « Mais nous voulons une Europe écologique, nous voulons une Europe qui se bat contre les OGM », eh bien, ils ne font rien. On l'a vu, M. José Bové a été élu député européen en 2009. Depuis, jamais il y a eu autant d'OGM qui arrivent. M. José Bové, il a sa voiture, son chauffeur, il est vice-président de la Commission agricole au Parlement européen, et puis il tempête dans le désert. Donc ce que nous disons, c'est que si on veut en finir avec ça, il faut en sortir. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. La Commission européenne a réautorisé les farines animales pourtant responsables de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la maladie de la vache folle. Interdites en 1994, ces farines vont être de nouveau autorisées. Depuis juillet 2010, il y a un lobbying constant des producteurs de farines animales pour qu'on réintroduise cette nourriture qui est, si j'ose dire, qui est composée de viande et d'os de mammifères, mais qui sont en fait souvent des charognes et des cadavres qui sont utilisés, broyés, et ceci pour nourrir les porcs, les volailles et les poissons. Voilà. En gros, ça vient d'être réintroduit. Je rappelle d'ailleurs qu'au Parlement européen, c'est intéressant de regarder les votes qui ont eu lieu, parce qu'au Parlement européen, la grande majorité des députés français au Parlement européen, quelle que soit leur couleur, ont voté contre la réintroduction des farines animales. Mais ce sont les majorités venant d'autres pays, des pays de l'Est notamment, ou d'Allemagne, je crois, qui ont imposé la réintroduction des farines animales. Pour la petite histoire, je sais que ça ne leur fait pas plaisir quand on le rappelle, c'est pourtant la vérité. Parmi les très rares députés européens français qui ont voté pour la réintroduction des farines animales, eh bien, il y a eu 3 des 5 députés français du Front de gauche, à commencer par M. Mélenchon, et puis il y avait M. également Le Yarrick, qui ont voté pour. Ils se sont trompés, ils ont dit après coup, non, on s'est trompé. Bon. Admettons qu'ils se soient trompés. Enfin, c'est quand même un peu gênant quand on élit quelqu'un que pour des votes aussi importants, il se trompe. Bon. Jackie Hénin, M. Le Yarrick et M. Mélenchon. Je rappelle également, c'est un peu un détail, mais ça montre à quel point notre appartenance à l'Union européenne pose des problèmes en matière de santé ou d'environnement. Cette affaire révélée par le Canard enchaîné du 14 mai 2007, lorsque le grand groupe français d'agroalimentaire CEPOL, numéro 1 français de la transformation des oléagineux et propriétaire de Le Sieur, a acheté de l'huile végétale venant d'Ukraine et, après des analyses préalables par sécurité, ont découvert que dans les 2800 tonnes d'huile qui avaient été livrées par un fournisseur ukrainien, il y avait 19 tonnes d'huile de moteur. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, l'huile de moteur, c'est un hydrocarbure, ça n'a rien à voir avec de l'huile végétale. Ça se rapproche plus du kérosène, du diesel, que de l'huile d'arachide. Voilà. C'est évidemment extrêmement nocif pour la santé humaine et cancérogène. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la France a informé officiellement ses voisins européens. En fait, les 2800 tonnes faisaient partie d'une cargaison de 40 000 tonnes qui avait été vendue en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Tout le lot avait été trafiqué. C'est en fait 280 tonnes d'huile de moteur qui avaient été introduites en catimini. Donc en gros, en Ukraine, ils étaient allés faire la tournée des popotes, enfin
des garages, est allé racler ce qu'on trouvait dans les garages pour le mettre dans l'huile d'arachide qui allait être envoyée en France, ou dans l'huile de colza plutôt, je suppose. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien tout simplement parce que la Commission européenne ayant été saisie, elle a décidé le 5 mai 2007 d'autoriser l'huile de moteur à hauteur de 10%, donc dans les mayonnaises, les plats cuisinés, la vinaigrette industrielle et les conserves à l'huile. Pourquoi? Pour faire prévaloir le traité européen qui prévoit le libre marché. En fait, toujours, dans tous les domaines, moi je le cite, c'est que dans tous les domaines, on fait prévaloir l'intérêt des industriels par rapport à l'intérêt des consommateurs, quoi qu'on en dise. De même, l'Union européenne a refusé d'interdire et même d'étiqueter la consommation de viande clonée. Ça, c'était le 30 mars 2011. Saisi par des députés verts allemands qui ont demandé que... Vous savez maintenant, quand vous mangez une tranche de jambon, vous ne savez pas si c'est un porc qui est né comme il naissait depuis le Big Bang, c'est-à-dire par un accouplement d'un porc et d'une truie. Vous pouvez faire un dessin peut-être. Maintenant, il y en a de plus en plus qui naissent dans des éprouvettes, par clonage en réalité. Donc un certain nombre de députés verts allemands ont dit on aimerait bien savoir, surtout que les Allemands mangent beaucoup de porc, ils aiment ça, dans la Sauerkraut, il y a donc des Wurst, des saucisses. On voudrait savoir si le porc est d'origine naturelle ou bien d'origine clonée. Eh bien, l'Union européenne, dans sa grande sagesse, la Commission, a interdit que ce soit mentionné ou précisé. Alors que les Verts allemands ne demandaient simplement qu'une simple information. Donc la Commission européenne, évidemment, non seulement n'a pas interdit le clonage des porcs, mais a interdit d'informer le consommateur pour savoir quelle était l'origine du dit cochon. La Commission européenne incite par ailleurs aux vaccinations de masse contre, par exemple, la prétendue grippe porcine. On a eu la grippe aviaire pour la saison 2005-2006. Ça avait permis au laboratoire Roche qui produit le Tamiflu et au laboratoire Gilead Sciences qui a le brevet de Tamiflu, dont d'ailleurs l'un des actionnaires est M. Donald Rumsfeld, ça leur avait permis de faire un bond colossal dans les ventes de ce produit, de Tamiflu, qui d'ailleurs, paraît-il, n'est jamais que de la badiane, c'est-à-dire de la 10 étoilée. Alors, en septembre 2009, la Commission, donc il y a eu des grandes campagnes qui ont été lancées de vaccination massive. Le problème, c'est qu'au cas où il y aurait cette pandémie, cette épidémie, la France, à l'époque, a acheté, du temps de M. de Villepin, a acheté pour, je crois me rappeler, 180 millions d'euros de vaccination. Et ceci a débouché sur rien. On a perdu 180 millions d'euros, on a eu des millions comment dirais-je, de vaccins qui n'ont servi à rien, si ce n'est qu'à financer les bonnes œuvres du laboratoire Roche et de ses actionnaires. Comme ces vaccins ont une durée de vie de 3 ans, eh bien, on a redémarré. À partir de 2009-2010, on a sorti un nouveau virus, c'était la grippe porcine après la grippe aviaire. Tout ceci, à chaque fois, est orchestré par la société de lobbying Hill & Knowlton. Et puis, je l'avais dit, et puis c'est en train de se révéler, vous avez vu, en 2013, 2013-2014, j'avais prévu l'encéphalite des dindons. Eh bien non, c'est semble-t-il un grand retour de la grippe aviaire, ou de la grippe porcine, ou alors il y a aussi un coronavirus maintenant, dont on nous bassine, un coronavirus. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Bien que tout ceci est quand même... La santé publique est assujettie à l'article 168, qui prétend qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Ça fait pour faire plaisir, mais c'est surtout l'article 169 qui précise que toute cette protection et cette santé publique s'exerce dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a dans les traités cette formule sacramentelle, le marché intérieur, la réalisation du marché intérieur, c'est toujours un argument pour dire est-ce que ça ne serait pas par hasard un protectionnisme caché quand vous dites que vous n'aimez pas qu'il y ait de l'huile de moteur, est-ce que ça n'est pas plutôt du protectionnisme caché? Et c'est la raison pour laquelle on force à avoir l'huile de moteur.
Ah, vous n'aimeriez pas qu'il y ait des porcs, que les porcs soient... Parce qu'on va découvrir peut-être que les porcs clonés ne sont pas faits en France ou en Allemagne, mais peut-être viennent d'autres pays. Ah, mais ça, c'est du protectionnisme caché, et donc, on va imposer ceci. En d'autres termes, ce qui prime toujours, c'est toujours la réglementation, c'est toujours, en fait, la loi, le monde des affaires. Si vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment pour arrêter la destruction de la santé publique et de l'environnement dans le Lot-et-Garonne, alors je me ferai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour demander que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Allons-nous laisser détruire l'industrie et les ouvriers français, en particulier ceux du Lot-et-Garonne? Nous assistons en ce moment, de la même façon qu'on assistait à une débandade générale de l'agriculture, on assiste à une débandade terrifiante de l'industrie. Dans un livre qui vient de sortir d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd, qui s'appelle Le mystère français, on voit ici la carte qui représente l'industrie en 1968 en France. On a ici le pourcentage de la population active dans le secteur secondaire en 1968. Donc quand c'est marron foncé, ça veut dire qu'il y a 50% ou plus de la population active qui travaille dans le secteur secondaire, dans le secteur industriel. Quand c'est vert, c'est en dessous de... Vert foncé, c'est en dessous de 10%. Quand c'est jaune, c'est entre 20 et 30%. Voilà. Donc, en 1968, la France est un grand pays industriel. Vous voyez qu'il y a une majorité de départements où il y a au moins 30 à 40%, souvent 50% et plus, de la population active qui travaille dans l'industrie. Cette carte est à comparer à la carte en 2008, ou en 2008, c'est ça, 40 ans après. Et c'est une catastrophe. Nous n'avons plus désormais, en matière industrielle, que quelques points, notamment qui se situent dans l'est de la France, du côté de Sochaux, les fabricants automobiles, un petit peu dans le nord, mais vous voyez en particulier que le Lot-et-Garonne, où il y avait quand même, du côté de Fumel, des industries, et où il y avait quand même, en gros, entre 20 et 30% de l'activité des gens qui travaillaient dans l'industrie, dans le Lot-et-Garonne, et du côté de Fumel, c'était plus de 40 à 45% qui travaillaient dans l'industrie en 1968. Vous voyez que là maintenant, eh bien, le Lot-et-Garonne est devenu un des départements les plus désindustrialisés de France, avec beaucoup d'autres d'ailleurs. Devenu entièrement, il y a maintenant moins de 15%, voire moins de 10%, de la population qui travaille dans l'industrie dans le Lot-et-Garonne. Alors ça, c'est les données au niveau national. Elles se traduisent très concrètement dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, en mai 2013, en ce moment, il y a des sinistres qui s'allongent. Villeneuve Pet Food, qui fait de la fabrication de nourriture pour chiens et chats, à Villeneuve-sur-Lot, 170 salariés menacés. Métal Temple Aquitaine, à Fumel, qui fabrique notamment des aciers ou des pièces spécifiques pour l'automobile. 250 salariés menacés. Elle va fermer. Marty, qui fabrique des planchers à Cuzon, juste à côté de Fumel, 357 salariés qui ont été licenciés. Rénal et Roclore à Sainte-Livrade-sur-Lot, 41 salariés menacés. Tellus Céram, qui est une tuilerie à Mont-Sampron, 31 salariés menacés. Vous voyez que ce département où déjà on est presque plus là, ça continue. La débandade continue. Alors je pose la même question ici que celle que j'ai posée tout à l'heure pour l'agriculture. Vous aviez un député qui était l'un des ministres les plus importants du gouvernement, ministre du budget. Alors pourquoi n'a-t-il rien pu faire contre ces désastres? Ceux-là qui sont en train d'arriver dans son département, dans sa circonscription, Fumel, Sainte-Livrade-sur-Lot, Villeneuve-sur-Lot, dans sa propre circonscription, le ministre du budget, qui est l'un des plus importants du gouvernement, n'a pas pu y le faire. Alors vous croyez que ce sont ceux qui se présentent à sa place qui vont pouvoir le faire?
Donc il faut vous élisiez quelqu'un qui dise un discours totalement nouveau et qui aille le porter à l'Assemblée nationale. C'est à ça que ça sert, une élection législative, sinon ça ne servira à rien. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il n'a rien pu faire contre ces désastres. Parce que la mondialisation et les délocalisations ne sont pas tombées du ciel. Elles résultent d'une politique qui est autorisée par les traités européens. C'est pour ça que ce que je dis est tout à fait différent de ce que disent tous les autres candidats. Elle a été autorisée par les traités européens, elle a été décidée conjointement par le gouvernement américain et la Commission européenne. Entrons dans le détail, ce que détestent de faire les responsables politiques d'ailleurs, parce qu'en général ils ne connaissent pas les dossiers. Ils viennent se présenter devant les électeurs, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils n'ont que des idées très générales. Ce sont des slogans, ce sont des gens qui ne travaillent pas leur dossier et qui par ailleurs veulent faire carrière. Comme je le dis, la différence entre eux et moi, c'est qu'eux sont payés pour dire ce qu'ils disent, alors que moi je paye pour dire ce que je dis. Voilà. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans son article 63, prévoit toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. C'est un des articles les plus décisifs des traités européens. Il est hérité d'ailleurs du traité de Maastricht. Relisez-le tous ensemble. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Donc c'est pas seulement entre les États membres de l'Union européenne, c'est aussi les États membres et les pays tiers. Les pays tiers, ça veut dire tout le reste du monde. Les restrictions au mouvement de capitaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une entreprise et que vous voulez construire une usine qui va vous coûter, je ne sais pas, 1 milliard d'euros, 500 millions d'euros, une belle usine déjà, ça dépend de ce qu'ils fabriquent. Si vous voulez délocaliser cette usine, vous pouvez le faire en Slovaquie, qui est un État membre de l'Union européenne. Vous pouvez aller en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne, là où les salaires sont très inférieurs à la France, mais vous pouvez aussi aller en Chine, au Bangladesh. On ne peut pas non plus vous l'opposer. Ceux qui vous disent l'Union européenne nous protège du reste du monde vous mentent, puisqu'on ne peut même pas s'opposer à ce que les entreprises aillent se délocaliser au Bangladesh, au Maroc, en Tunisie, en Chine, en Inde, au Vietnam, etc. Je rappelle que les délocalisations, ça n'existait pas il y a 30 ans ou 40 ans. Sous De Gaulle, je ne parle pas d'avant la Ve République, bien entendu. Ça existait encore moins, mais sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, même sous Mitterrand, on ne parlait pas des délocalisations. Ça n'existait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il se passait que lorsqu'une entreprise voulait délocaliser son industrie, elle n'en avait pas le droit. Il fallait que le président de Peugeot, par exemple, prenne sa canne et son chapeau et qu'il aille voir. Là, supposez qu'il eût une canne et un chapeau, mais il y en a qui ont des chapeaux dans la salle. Qu'il prenne sa canne et son chapeau, comme on dit, et qu'il aille voir le ministre des Finances, à la direction du Trésor, où il demandait « Est-ce que je peux aller construire une usine au Peugeot en Iran ?» Et puis, c'était le ministère des Finances qui réfléchissait au dossier, qui examinait l'intérêt pour la France, pour les ouvriers français, pour les ingénieurs français, le savoir-faire industriel français, le rayonnement de la diplomatie française, le bien-être des populations des Iraniens. Ça, c'était mis on examinait le pour et le contre. Et puis, est-ce que ça ne risquait pas de nuire à nos intérêts? En l'espèce, je prends un exemple où ça avait été autorisé, puisque Peugeot avait eu l'autorisation d'aller construire des usines fabriquant des 504 et des 505 en Iran, puisque ça permettait d'avoir l'embryon d'une industrie automobile en Iran, puisque ça permettait, l'Iran étant un pays qui était proche de la France, comme d'ailleurs beaucoup de pays du Moyen-Orient, à Téhéran, toute la cour impériale parlait le français. Toute la cour du roi Zahed en Afghanistan parlait le français. En Irak, en Syrie, au Liban, les gens parlaient beaucoup, ils parlent encore le français. Donc c'était pour nous une façon de prendre pied, de développer un marché, de favoriser
le développement d'une industrie automobile iranienne, mais sous capitaux français et sous maîtrise française, avec maintien du savoir-faire industriel français. Et puis, comme nous étions également maîtres, je vais le dire dans l'article suivant, nous étions maîtres de nos barrières commerciales, on pouvait très bien avoir un quota zéro d'importation de produits d'automobiles fabriqués en Iran, c'est-à-dire interdiction de rapatrier en Iran les automobiles ainsi fabriquées. Donc tout le monde y gagnait. Peugeot gagnait, ils prenaient pied sur un nouveau marché, les Iraniens gagnaient parce qu'ils avaient une industrie nationale qui commençait à se développer, fût sous capitaux étrangers, et puis les ouvriers français n'y perdaient pas, au contraire, puisqu'on embauchait éventuellement des équipes qui allaient former les Iraniens, on gardait notre savoir-faire industriel et on ne menaçait pas l'emploi des Français. C'est ça que ça a fait voler en éclats l'article 63, parce que désormais, eh bien, Peugeot peut aller décider, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Citroën est allé s'installer en Chine sans demander l'autorisation de personne, à Wuhan, avec sa co-entreprise qui s'appelle Dongfeng, qui veut dire vent de l'Est, pour ceux qui s'intéressent aux Chinois. Dong, c'est l'Est. Feng, c'est le vent. Donc Dongfeng, qui est la co-entreprise à Wuhan, qui fabrique des Citroën pour le marché chinois, mais qui peut très bien ensuite les réimporter en France. Cet article 63 explique aussi ce qui se passe quand vous entendez parler de tel ou tel club de foot qui a été racheté par l'émir du Qatar. Ou bien que l'émir du Qatar a racheté l'hôtel Ritz, non pas le Ritz, mais le Georges V, le Prince de Galles, de grands hôtels parisiens. Il semble-t-il d'ailleurs que l'émir de Qatar est en train de racheter la France par appartement. Vous ne saviez pas, vous n'avez pas vu? Le sultan de Brunei Darussalam, vous connaissez ce sultanat qui se trouve au nord de Bornéo, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, qui était venu d'ailleurs à Paris, je l'avais vu lorsque j'étais dans les années du pouvoir, c'est une quinzaine d'années, il avait une vareuse avec ici, à cet endroit, un bouton qui était constitué d'un diamant gros comme un œuf de poule. Authentique. Eh bien, le sultan de Brunei a racheté la moitié de la place Vendôme. On a appris récemment qu'un propriétaire de casino chinois à Macao, dans la ville de Macao, a racheté le château de Gevrey-Chambertin en Bourgogne, qui est quand même l'un des grands crus de Bourgogne. Mais ils ont fait ça tout simplement comme ça. Parce qu'avant, ils ne le pouvaient pas, puisqu'avant, de la même façon que les mouvements de capitaux étaient contrôlés, ils étaient contrôlés dans les deux sens. C'est-à-dire qu'auparavant, si le sultan de Brunei ou un propriétaire de casino avait voulu racheter des choses qui nous paraissaient fondamentales, il fallait demander une autorisation. Et qui dit demander une autorisation ne dit pas dire non à tout. On pouvait dire oui, on pouvait dire non. Lorsque, par exemple, IBM avait voulu créer un centre de recherche à Lagaude, dans les Alpes-Maritimes, dans les années 60, la France avait dit oui, parce que c'était une implantation d'une entreprise américaine qui venait avec un certain savoir-faire dont pouvait bénéficier la France. Donc c'est intelligent, tout simplement. On ne dit pas non à tout, on ne dit pas oui à tout. On voit en fonction de nos intérêts. Ça, c'est ce qui existait avant le traité de Maastricht. Maintenant, on est obligé de dire oui à tout. On ne peut pas s'y opposer. Le résultat, c'est le feu vert aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. Le feu vert à toutes les grandes fortunes mondiales, qu'elles soient d'ailleurs plus ou moins bien amassées. Il y a aussi sans doute des oligarques russes ou roumains dont on ne sait pas trop quelle est l'origine de la fortune, qui rachètent d'ailleurs des appartements dans les grandes villes du monde, et en particulier à Paris. Vous ne pouvez plus acheter un appartement à Paris avec vue sur Seine. Les prix sont des prix stratosphériques. C'est du style 100 000 € le mètre carré. 10 000 €, 10 à 15 000 € le mètre carré. Ce qui d'ailleurs a au passage un impact fondamental sur la façon dont les Parisiens se logent, puisque comme c'est qu'un devient inaccessible, les familles riches en France, enfin les familles aisées, de gens aisés, des cadres supérieurs ne peuvent plus se loger. Donc ils vont dans des arrondissements qui étaient moins cotés. Donc le prix des arrondissements moins cotés devient de plus en plus cher. Et donc comme ce prix des arrondissements moins cotés devient cher, ceux qui les gens modestes qui vivaient dans les arrondissements 18e, eux-mêmes n'en peuvent plus. Donc eux-mêmes, ils vont ensuite dans les banlieues. Et ainsi, de proche en proche, on assiste à l'augmentation d'une bulle immobilière en France et dans quelques grandes villes qui est colossale, mais les gens n'arrivent plus à se loger. Ce
Ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions où, en revanche, l'immobilier est en chute libre, notamment dans les zones en perdition, dans le Jura, dans les Vosges, etc., où, comme il n'y a plus d'emplois partout, les gens s'enfuient, donc ça ne vaut plus rien. Donc il y a aussi un impact économique sur des secteurs inattendus, a priori, comme le secteur de l'immobilier. Alors ça, c'est l'article 63, mais il y a aussi l'union douanière, l'article 32, qui précise que la Commission doit promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers et doit accroître la force compétitive des entreprises et favoriser une expansion de la consommation dans l'Union. Ça rappelle dans sa philosophie ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'agriculture. C'est-à-dire que là, de vous rappeler sur l'agriculture, je vous disais, la Commission, enfin les traités européens auraient pu prévoir en un, de maintenir l'emploi agricole, de maintenir l'équilibre des territoires, de maintenir l'identité des territoires, de favoriser la qualité gustative et sanitaire des aliments. C'est ça qu'ils auraient pu mettre. Non, ils avaient mis augmentation de la productivité. Et puis de la rationalité, c'est-à-dire en fait toujours plus de fric à dégager une espèce de vache à lait à traire qui est devenue l'agriculture pour les grands groupes de l'agroalimentaire et les grands groupes de distribution. Là, c'est un peu pareil. Là, on aurait pu concevoir qu'une politique industrielle conçue par les traités aurait promu la volonté, 1, de maintenir l'emploi industriel, 2, de maintenir le savoir-faire industriel. Ça aurait pu être des objectifs tout à fait légitimes, de favoriser une innovation industrielle. Pas du tout. 1, promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Ça veut dire en particulier que quand une entreprise va se délocaliser en Chine et qu'elle veut rapatrier sa production, eh bien, on va favoriser le rapatriement de cette production puisque ça favorise les échanges commerciaux avec les pays tiers. On trouve ici la justification idéologique à la fabrication, à la délocalisation des productions industrielles. Accroître la force compétitive des entreprises, le point B. Pareil. Si on se délocalise, si une grande entreprise, ou une moyenne, vous vous rappelez, autrefois, c'était le Jabi qui fabrique des sous-vêtements pour femmes, qui s'est délocalisé au Maroc. Donc, évidemment, parce que les salaires au Maroc ou en Chine, a fortiori, sont très, très inférieurs. Donc ça accroît la force compétitive des entreprises. Et enfin, une expansion de la consommation dans l'Union. C'est aussi délirant, ça, comme formulation, si vous y réfléchissez. Un traité qui indique que l'objectif de la construction européenne, c'est l'expansion de la consommation dans l'Union. Ça veut dire que si vous le prenez au pied de la lettre, c'est quand même, moi je suis un juriste, je prends ça, enfin oui, j'ai une formation aussi juridique. Si je prends ça au pied de la lettre, ça veut dire qu'il y a une contrainte à ce que l'on consomme toujours plus. Voilà. Vous êtes acheté 5 paires de chaussures l'année dernière, il faut que vous en achetiez 6 cette année, 5 l'année prochaine, 8 dans 2 ans, 9, 10. C'est ça que ça veut dire. Vous aviez acheté un téléphone l'année dernière, cette fois-ci, il va falloir que vous en achetiez 2, et puis 3, etc. D'ailleurs, on va le faire en sorte que ce soit le cas, parce qu'on va faire de l'obsolescence programmée pour que votre téléphone tombe en panne au bon moment, pour que vous soyez obligé d'en changer. C'est un univers de dingo que l'on nous impose. C'est un univers dont la finalité est l'expansion, qui est marqué le bien-être de la population. Ça, c'est un objectif qui est un objectif stable. Mais dire que l'objectif, c'est l'expansion de la consommation, si vous le prenez au pied de la lettre, ça veut dire qu'à la fin des fins, on pèsera tous une tonne, on sera obèse, on sera gavé de des millions de produits électroniques et il en faudra encore plus l'année prochaine. En clair, c'est le feu vert aux entreprises pour importer les productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. Donc les délocalisations sont la résultante exacte des traités européens et notamment de l'article 63 et de l'article 32. Je mets au défi tous les autres candidats à l'élection législative de venir me dire le contraire. D'ailleurs, j'aimerais avoir un débat public avec les autres candidats. J'aimerais avoir un débat avec le candidat du Parti socialiste, avec le candidat de l'UMP, avec le candidat du Front National, avec le candidat du Front de gauche, avec le candidat du MoDem, pour parler des principaux. Ça serait bien qu'on ait un débat public et que les électeurs de la 3e circonscription du Lot-et-Garonne
puisse se faire une opinion sur la connaissance des dossiers de chacun de ces candidats, leur sérieux, les solutions, la viabilité des solutions qu'ils proposent, voir si leur programme c'est une série de slogans creux ou bien si ce sont des choses sérieuses. C'est comme ça que devrait être la démocratie. L'un des objectifs essentiels que nous nous sommes fixés avec le mouvement politique que j'ai créé, c'est justement de rétablir la démocratie, de rétablir la recherche naturelle de la vérité, que les Français puissent s'emparer de la vérité. Il y a des gens qui me disent « Mais vous parlez, les Français sont des imbéciles, ça ne les intéresse pas, vous perdez votre temps. » Non, je ne perds pas mon temps parce que de plus en plus de gens viennent chez nous, ils m'écoutent une fois, deux fois, oui, c'est vrai, parfois ils disent c'est un peu long, c'est un peu technique. C'est en tout cas plus solide. Et quand vous écoutez ça, quand vous comprenez ce que je dis, après ça, vous êtes solide sur le sujet. Après ça, vous savez ce qui se passe. Après ça, vous êtes en mesure de dépister quels sont les hâbleurs, les bonimenteurs, les responsables politiques qui vous racontent des sornettes. Je rappelle par ailleurs que le TFUE, toujours le même, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit dans son article 282 que la Banque centrale européenne et le système européen de banque centrale ont pour objectif de maintenir la stabilité des prix. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger. On a fixé à la Banque centrale européenne, on lui a dit d'abord qu'elle serait indépendante de tous les États membres et des pouvoirs. On a présenté ça comme si c'était un progrès fantastique. Mais le problème, c'est que dans la vie, on n'est jamais indépendant de quoi que ce soit. On est toujours dépendant de quelque chose. Quand on est bébé, on est dépendant de son papa et de sa maman. D'abord de sa maman, mais aussi de son papa. Puis quand on est adolescent, on est moins dépendant de son papa et de sa maman, on est plus dépendant de ses profs, de ses copains au lycée, au collège, etc. Et puis quand on est jeune adulte, on est dépendant de la personne que l'on aime, de son conjoint. Et puis quand on est un adulte mûr, on est dépendant de ses parents, de ses vieux parents dont il faut s'occuper, et puis de ses enfants dont il faut assurer l'éducation, en essayant qu'ils s'en sortent le mieux. Et puis quand on est très âgé, on est dépendant de ses enfants et de ses petits-enfants. On est toujours dépendant, puis sans compter qu'on est dépendant des voisins, dépendant de son employeur, etc. Quand on a dit que la Banque centrale européenne serait indépendante des États, on n'a jamais dit qu'une seule chose, en fait. Elle est indépendante des électeurs. Mais le président de la BCE, M. Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs, il n'est pas indépendant de Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui l'a fait nommer. C'est les gens de Goldman Sachs qu'il voit au quotidien. C'est les gens de Goldman Sachs qu'il a au téléphone. M. Draghi vit dans un univers très feutré que je connais un peu, celui de la Banque internationale. Celui des pouvoirs euro-atlantistes, cet univers complètement coupé de la réalité et de ce que vivent les peuples. Il est indépendant des peuples, il n'est pas indépendant de cet univers auquel il appartient. De la même façon, la BCE s'est fixé, les traités ont fixé que l'objectif principal du système européen de banque centrale est de maintenir la stabilité des prix. Là aussi, on aurait pu avoir d'autres objectifs. On aurait pu avoir comme objectif que l'objectif numéro 1 de l'euro aurait dû être de maintenir l'emploi au maximum. Quel est l'objectif que doivent poursuivre normalement les pouvoirs publics ? C'est quand même d'assurer le bien-être du maximum de la population. Assurer le bien-être du maximum de la population, ça veut dire assurer que le maximum de personnes puissent trouver un emploi digne et correctement rémunéré pour avoir une vie digne. Pas du tout. L'objectif, c'est de maintenir la stabilité des prix. Pourquoi la stabilité des prix ? Tout simplement pour faire plaisir aux gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, si vous avez beaucoup d'argent et qu'il y a une forte inflation, et si vous n'arrivez pas à placer votre argent à un taux d'intérêt qui vous permet de corriger cette inflation, vous êtes spolié petit à petit. C'est ce qu'on a appelé l'euthanasie des rentiers. Donc l'objectif essentiel, c'est en fait un objectif pour favoriser les riches. Donc, vous voyez, article par article, on voit qu'à chaque fois, il s'agit de favoriser les grandes entreprises, les grands groupes financiers, les gens qui ont de l'argent, et jamais, en réalité, la population générale. Et quand je dis ça, je ne suis pas un révolutionnaire, je n'ai pas l'allure d'un révolutionnaire, je suis quelqu'un qui essaie de dire la justice et le droit et la vérité, comme normalement devrait être un homme d'État, c'est-à-dire de dire, voilà,
On est un État, un député en particulier, doit se préoccuper du bien commun, comme on disait au XVIIIe siècle. Hein, le bien du peuple français. Il n'y a pas besoin d'être un ultra-révolutionnaire pour dire ça. C'est simplement, il faut être honnête. Honnête vis-à-vis des grands principes de la République, que d'ailleurs tout le monde a bien à l'esprit, moi le premier, puisque je me rappelle très bien qui étaient mes arrière-grands-parents, qui étaient des pauvres gens, et je sais très bien, et quel est à quoi ce que je dois personnellement à la République française. En clair, la BCE n'a aucun objectif de taux de change externe de l'euro, aucun objectif de plein emploi, aucun objectif de maintien des industries sur le sol national. On aurait pu aussi avoir ça. Le facteur aggravant, c'est donc l'euro. Je vous présente ici deux courbes. Je sais que dans une campagne électorale, ça peut faire hausser le sourcil en disant qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu qui nous présente des courbes. Mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Peut-être que vous préféreriez que je fasse comme l'UMP, c'est-à-dire distribuer des préservatifs avec le logo UMP. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, le Parti socialiste avait fait pareil pour les européennes. C'est vrai. Préférez peut-être que je fasse des espèces de tirades contre le mariage pour tous ou pour le mariage pour tous. Moi, je vous parle des choses les plus fondamentales de notre société. Pourquoi est-ce que nous sommes en train collectivement de nous effondrer? Ça a quand même une sacrée importance. Ça, c'est le cours de l'euro par rapport au dollar au cours de l'année 2000, au cours des années 2000-2010. Et ça, donc vous voyez qu'en 2000, lorsque l'euro a été lancé, il y avait 1 euro pour 1,13 $. Puis ensuite, l'euro avait baissé jusqu'à 0,85 $ au cours de l'année 2001-2002. Puis ensuite, a monté jusqu'à la mi-2008 où on a eu 1 euro égal à 1,60 $. Et puis depuis, il a fait du yo-yo et il est, à fin 2011 et même actuellement, il est aux alentours de 1,30. Aujourd'hui même, il était à 1,2980, je crois, quelque chose comme ça, donc à 1,30. Ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, entre juin 2008 où il était à 1,60 et maintenant où il est à 1,30 $, ça veut dire que l'euro a perdu 30 centimes par rapport à 1,60. C'est-à-dire qu'il a perdu en gros 20% de sa valeur par rapport au sommet de 2008. Je le signale pour tous ceux qui vous disent, qui vous poussent des cris d'orfraie, en disant mais si on sortait de l'euro, vous vous rendez compte, le franc perdrait 20%. L'euro a perdu 20% par rapport au dollar depuis 3 ans. Les mêmes qui poussent des cris d'orfraie n'ont même pas remarqué. De la même façon que le fait que l'euro ait grimpé de 100% par rapport au dollar entre 2002 et 2008, personne n'avait fait... non, enfin, personne, c'est pas tout à fait vrai, je vais y en venir dans un instant. Les industriels, eux, savent à quoi s'en tenir, mais les mêmes qui vous parlent de l'euro et de ses bienfaits n'en parlent jamais. Ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est de la comparer à celle-ci, qui est la courbe des exportations et des importations de notre pays. Vous avez en bleu les exportations françaises et en rouge les importations françaises. Donc vous voyez qu'il y a une période ici où il y avait, c'est mois après mois, en gros les deux courbes se chevauchent, ça veut dire qu'on vend à peu près autant qu'on exporte à peu près autant qu'on importe. Ça veut dire qu'on est dans un état d'une situation d'équilibre, ça veut dire qu'on est dans un état de compétitivité de l'industrie française par rapport à l'industrie internationale. Ça veut dire que le taux de change est correct. Et puis là, on voit que le taux de change externe est devenu non incorrect, puisque nous ne sommes plus compétitifs. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux courbes avec un décalage de 9 mois, qui est celui que connaissent les économistes, parce que lorsqu'il y a des variations de change sur les marchés extérieurs, vos acheteurs, ils vont se décider, tiens, ça coûte moins cher, ou ça coûte plus cher. Et si ça coûte moins cher, ou si ça coûte plus cher, ils vont se mettre à acheter ou à vendre. Et puis après ça, il va y avoir de fabrication, la réalisation de la commande. Et puis après ça, on met ça dans un paquet, on envoie ça, et puis ça doit passer éventuellement à l'autre bout du monde par des transports, et puis ça va être intégré dans les statistiques douanières. Donc en gros, on compte 9 mois de décalage. Donc vous voyez qu'avec les 9 mois de décalage, on s'aperçoit qu'au cours de la décennie 2000-2010, la seule période pendant laquelle le commerce extérieur français a été à l'équilibre correspond exactement, avec ce délai habituel de répercussion d'environ 9 mois, à la période où le taux de change de l'euro a été inférieur ou égal à la parité 1 euro égale 1 $. Si vous n'avez pas tout suivi, tant pis. Je pense que ce n'est pas extrêmement compliqué.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le taux de change dont nous avons besoin, le taux de change qui assure, qui est conforme à la compétitivité intrinsèque de l'économie française, c'est en gros, 1 euro égale 1 dollar. Et plus l'euro est cher, plus il monte, plus ça devient impossible de vendre des produits français, ils sont de moins en moins compétitifs, mais en revanche, les produits étrangers deviennent de plus en plus compétitifs. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais c'est bien parce qu'on peut acheter de l'essence moins chère. Oui, c'est vrai, on peut acheter de l'essence moins chère, ça c'est tout à fait exact. Je vous signale que le prix à la pompe de l'essence, il y a au plus de 50% qui sont des taxes et des frais de distribution. Hein. Donc l'augmentation, on peut acheter l'essence moins chère, mais on ne constate pas grand-chose dans le prix à la baisse ou à la pompe, hein, quelques centimes de moins. Mais on peut acheter moins cher, effectivement, ça, mais on peut tout acheter moins cher. On peut acheter des produits agricoles. C'est pour ça qu'on l'a vu dans le premier chapitre, c'est pour ça que les agriculteurs français ne peuvent plus faire leur fin de mois. Parce que les tomates qui vont être fabriquées au Maroc sont beaucoup moins chères. Les haricots du Sénégal. Tout ce qui est fait en dehors de la zone euro. Des fruits, par exemple, en Pologne. Tout ça va être beaucoup moins cher. Et puis on va pouvoir aussi acheter des voitures. On va pouvoir acheter des voitures fabriquées en Corée. Des Daewoo, des Hyundai, parce qu'elles vont être moins chères que les voitures fabriquées en France. Donc les voitures françaises vont perdre des parts de marché en France. Et puis les voitures françaises, elles vont perdre des parts de marché en zone euro. L'autre fois, j'ai vu un débat avec un prétendu expert, président de la Maison de l'Europe à Lyon, qui avait le front de m'expliquer que l'euro nous protégeait dans la zone euro. Mais c'est faux. C'est pas parce que nous sommes dans la même zone euro que la hausse de l'euro n'a pas d'impact. Parce que tout simplement, une voiture française ou un produit français va devenir de moins en moins compétitif par rapport à d'autres produits fabriqués en dehors de la zone euro qui vont être vendus en France, en Allemagne, etc. Les Hyundai vont coûter moins cher puisqu'on va les acheter avec un euro beaucoup plus cher, donc ça va nous coûter moins cher qu'une Renault. Mais ça va coûter moins cher qu'une Renault aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Luxembourg. Donc Renault ou Peugeot vont perdre des parts de marché dans toute la zone euro aussi. En fin 2013, le taux de change est de 1 euro pour environ 1,30 $. Le taux de change de compétitivité de l'industrie française est de l'ordre de 1 euro égale 1 $. Ça veut dire que l'euro est encore environ 30% trop cher pour l'économie française. Ça veut dire que nous ne cessons de perdre des parts de marché, que nous ne cessons d'avoir un déficit commercial qui s'accroît. En 2011, nous avons eu le déficit commercial le plus élevé de l'histoire de France depuis Vercingétorix. Et en 2012, c'était à peine moins. 68 milliards d'euros de déficit commercial en une année, ça fait à peu près quelque chose comme 400 milliards de francs de déficit commercial. C'est évidemment colossal. En clair, la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de taux de change externe compatible avec la compétitivité de l'industrie française, dont je souligne au passage qu'elle n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande. Je n'ai pas l'occasion dans cette réunion de vous parler de façon trop approfondie, je le fais dans d'autres circonstances, de cette question fondamentale, c'est que l'industrie allemande n'a pas la même compétitivité, ils sont plus compétitifs que l'industrie française. Donc eux, ils peuvent tolérer d'avoir un euro beaucoup plus cher, notamment aussi, c'est dû au fait qu'ils sont sur des spécialités où nous ne sommes pas. Il y a en Allemagne toute une série de grosses PME qui fabriquent des machines-outils qui sont les seuls à faire. Voilà. Je connais quelqu'un en Bourgogne qui est un viticulteur. Je visitais l'autre fois et il y avait des espèces de très grandes machines qui prennent les grappes de raisin, qui les broient, qui les font très... Je regardais, Made in Germany. C'est un monopole mondial, ils sont les seuls à le faire. Et ça, c'est dans beaucoup de situations. Ça veut donc dire que l'Allemagne, on nous dit toujours l'Allemagne, il faut faire comme l'Allemagne. Oui, c'est très gentil de dire qu'il faut faire comme l'Allemagne, mais on n'a pas. On ne fabrique pas les Mercedes. On n'a pas un réseau de grosses PME qui fabriquent des machines-outils. On n'a pas. On n'est pas les seuls. D'ailleurs, les Espagnols n'ont pas non plus, les Italiens n'ont pas non plus. Les Grecs n'ont pas non plus, les Chypriotes n'ont pas non plus, les Portugais n'ont pas non plus. Il n'y a que l'Allemagne qui a ça. Bon, c'est pas nous, c'est les Allemands. Donc les Allemands, eux, même avec un euro fort, ils vendent leur production à tous les pays en fort développement, à la Chine, au Brésil, à la Russie, à l'Inde, parce que, quel que soit le prix, ils ont besoin d'acheter ces machines-outils.
Donc l'Allemagne n'est pas handicapée de la même façon que la France ou que l'Italie. Voilà. Hein. Alors, ce que je vous dis, je ne suis pas le seul à vous le dire. Louis Gallois, président de ADS, dans un entretien au Figaro du 27 mars 2008, disait une baisse du dollar de 10 cents, 10 centimes, fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus. L'euro, à son niveau actuel, est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marges à l'exportation. Si cela continue, l'industrie européenne fuira l'Europe. Ça a continué. Ça a continué. Alors du coup, lui et Airbus ont commencé à se délocaliser en Chine, hors zone euro notamment. Une partie de la production des Airbus A319 et A320 est désormais entièrement effectuée en Chine. Alors, bien entendu, parce que les Chinois demandent des transferts de technologie. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est un point que je m'en veux de ne pas l'avoir précisé. Vous savez, quand je disais qu'il y avait un mania, un propriétaire de casino à Macao qui rachetait le château de Chevrey-Chambertin, je vous dis de vous lever de bonne heure si vous voulez, vous, même si vous êtes milliardaire, acheter un grand jardin de thé chinois, du côté par exemple Longjingcha. Ça veut dire le thé du puits du dragon. Long, c'est le dragon chinois. Cha, c'est le thé. Longjingcha, c'est l'un des grands jardins de thé, ça se trouve près de Hangzhou, pas très loin de Shanghai. Vous ne pouvez pas acheter un appartement à Pékin. Vous ne pouvez pas acheter un studio à Tokyo. Vous ne pouvez pas acheter une maison à Taïwan, au Vietnam. Ça veut donc dire, ça c'est un point très important à comprendre, c'est que les ouvertures qui ont été décidées par les traités européens sont des ouvertures asymétriques. Les autres pays n'acceptent pas, eux, ce que nous, on nous a forcés à accepter. C'est important à comprendre. Parce que les mêmes vous disent, regardez la Chine, regardez ci, prenez modèle. Oui, prenons modèle, en effet. Prenons modèle sur Singapour. Singapour, qui a 4 millions d'habitants, qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France, pays indépendant, 4 millions d'habitants, jamais un seul dirigeant singapourien n'a expliqué à ses compatriotes, écoutez, nous sommes des nuls, on représente 0,0002% de la population mondiale, donc il faut fusionner avec les 26 pays alentours. Jamais. Ils ont leur monnaie, le dollar de Singapour, qui est l'une des monnaies les plus solides du monde. Ils ont un niveau de vie supérieur à nôtre et qui s'accroît de 7 à 8% par an. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et comment ils font ? Allez acheter un appartement à Singapour. Ils ont accepté des ouvertures asymétriques, ce que nous n'avons pas accepté. Nous avons accepté, c'est-à-dire, nous, on a accepté que les autres viennent se servir sans que nous, on puisse aller se servir. Et tout ça, pourquoi ? Parce que c'est une petite oligarchie qui y trouvait son intérêt personnel. Alors, les Chinois, donc, veulent et demandent d'avoir des transferts de technologie, d'une part, et d'autre part, comme il est de plus en plus difficile de vendre avec un dollar très élevé, M. Louis Gallois a décidé de transférer une partie de la production. Alors, on nous dit, bien entendu, vous savez, c'est toujours la technique du salami, c'est-à-dire par petites tranches. Donc on nous dit, mais non, c'est seulement le montage final, d'accord ? Enfin, on envoie toutes les pièces et c'est le montage. Puis quand vous donnez à des Chinois la possibilité de regarder dans le détail tout ce qui se passe, bon, je connais suffisamment bien les civilisations d'Extrême-Orient pour avoir vécu au Japon, pour vous dire que c'est fait partie de la culture de ces peuples qui est la copie. C'est comme ça. Parce que quand vous êtes un petit Chinois, un petit Japonais, vous mettez 10 à 15 ans pour apprendre à lire et à écrire. Parce qu'il faut apprendre des milliers de caractères. C'est donc un effort intellectuel intense qui est demandé à toute une population et ça reste ensuite engrammé dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'inspirer du modèle du sensei, comme on dit en japonais, c'est-à-dire du professeur. Voilà. Alors, quand vous donnez ça, les transferts de technologie à des Chinois, il n'y a pas besoin de se faire un dessin, on va voir ce qu'ils vont en faire. Bon. Alors, on a assisté, par exemple, ici à Tianjin, donc l'ancienne Tianjin, on a assisté à la livraison du premier Airbus en 2009. Le premier Airbus A320 entièrement fabriqué en Chine, c'est pas entièrement fabriqué, c'est entièrement monté en Chine, donc les pièces venaient d'Europe, mais il a été entièrement monté en Chine, avec d'ailleurs des pièces fabriquées en Chine, a été livré à la compagnie chinoise Sichuan Airlines. Vous savez que l'ancienne compagnie chinoise a été démantelée en entreprise régionale le 23 juin 2009. Voilà. Au cours de l'année 2009, il y a eu, donc, fin 2009, l'usine chinoise de Tianjin avait produit 11 Airbus, c'est-à-dire 6 A319
et 5 A320, c'est-à-dire pratiquement un par mois. Et puis, en 2011, l'usine chinoise de Tianjin a produit 48 Airbus, il y a 2 ans, c'est-à-dire pratiquement un par semaine, et avec un rythme qui se développe à toute allure. Je dis ça pour ceux qui croient que nous allons nous protéger grâce à Airbus. Bon. Je signale aussi, encore une fois dans un autre de mes propos, que Airbus n'a rien à voir avec la construction européenne. Voilà. Vous avez des entreprises américaines qui sont dans Airbus, alors que vous avez plus de la moitié des États de l'Union européenne où il n'y a aucune entreprise qui travaille dans Airbus. Voilà. La question que l'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il va rester de l'industrie aéronautique française dans 15 ans, en 2025, à ce rythme ? Merci l'euro, merci les transferts de technologie, parce que pour continuer à être compétitif, l'euro est en train de tuer ce qui reste de l'industrie européenne, de l'industrie française, puisque nous sommes dans une monnaie surévaluée, eh bien nous sommes en train de faire partir tous les industriels. Alors, de la même façon que je le montrais tout à l'heure, tout ceci a des conséquences très concrètes ici. Dans le Lot-et-Garonne, je prendrai 2 exemples. Je parlais de l'usine de Villeneuve Pet Food. 170 salariés menacés. La société Villeneuve Pet Food produit les pâtés pour chiens et chats et est en difficulté économique. Le tribunal de commerce d'Agen a pris une mesure de sauvegarde de l'entreprise. L'entreprise a été rachetée en 2012 par le leader français Continental Nutrition. Mais la société Villeneuve Pet Food souffre en fait de la mauvaise santé économique de la maison mère, confrontée à une baisse de la consommation des boîtes d'aliments pour chiens et chats, à une flambée du prix des matières premières, à une parité euro-livre sterling qui pénalise les ventes sur le marché britannique, qui était très importante. Vous savez que les Britanniques sont les champions des animaux de compagnie. Continental Nutrition était au bord de la faillite. Le site de Vedène, employant une centaine de salariés dans le Vaucluse, a dû être fermé. 49% du capital ont alors été vendus à 2 fonds d'investissement en 2012, Agro-Invest du Crédit Agricole et Idia Participation. Aujourd'hui, le groupe ne perd pas d'argent, mais il n'en gagne pas non plus. Or, les actionnaires, puisque nous avons affaire à une prise de contrôle par des fonds de pension, par des fonds d'investissement, exigent des dividendes, quitte à fermer des sites industriels, dont celui de Villeneuve-sur-Lot. Donc, quelles sont les raisons du sinistre industriel ? L'euro surévalué qui plombe la compétitivité de l'entreprise, les politiques d'austérité dictées par la Commission européenne, la BCE et le FMI qui nuisent à la consommation. Ben oui, parce que lorsque les gens n'ont plus d'argent, ils commencent déjà par plus acheter à manger pour leurs animaux. Ils préfèrent leur donner, on plus leur acheter des boîtes. Ils préfèrent déjà se nourrir eux-mêmes. Donc, ça contribue à l'aggravation de la situation économique de l'entreprise. Et troisième raison, les actionnaires des fonds d'investissement qui se moquent éperdument de plonger 170 familles dans l'inquiétude et peut-être dans la misère. C'est en ce moment que ça se passe. Autre exemple, toujours dans la circonscription, à Marty. En 1995, Marty était le fleuron national des parquets vendus dans les magasins de bricolage, avec 600 salariés et 3 sites. C'est juste à côté de Fumel. Voilà. En 2001, la famille Marty a cédé l'entreprise familiale au groupe Nybron Flooring International, qui lui-même a été racheté 4 ans plus tard par le fonds d'investissement américain Vestal Capital Partners, un fonds d'investissement américain. En décembre 2007, ce groupe lui-même a été cédé à un consortium bancaire, qui lui-même, donc un consortium, un fonds d'investissement américain, qui a perdu de l'argent et qui a dû faire face à la crise des subprimes. Et au même moment est arrivée l'entreprise Marty, a été concurrencée sur le marché national en France par la concurrence asiatique. Des parquets fabriqués en Asie à très bas coût, et en plus de ça, avec l'euro très cher. Donc on a ici quelque chose qui est assez... ça se trouve là, ça se trouve à quelques kilomètres d'ici, c'est une allégorie de ce que je vous présente, je vous donne toutes les clés de compréhension de ce sinistre industriel. 3 plans sociaux se sont succédés entre 2008 et 2011 avec 357 licenciements. L'entreprise a été reprise en 2011 par Tarquet de Bois, mais la situation de l'entreprise est toujours très fragile pour cause, puisqu'il y a toujours l'euro surévalué et il y a toujours la concurrence asiatique. Voilà. Donc les ouvriers ont connu du chômage partiel l'année dernière. C'est une société qui est en permanence dans une situation très délicate. Il y a eu 357 salariés licenciés. Alors pourquoi c'est intéressant ? Les raisons du sinistre industriel. L'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que je vous ai présenté tout à l'heure a mis en concurrence Marty avec des entreprises asiatiques produisant à des coûts dérisoires. Première explication.
Deuxième explication, l'euro surévalué a plombé la compétitivité de l'entreprise. Non seulement on importe des parquets qui sont fabriqués en Indonésie, mais en plus de ça, c'est fabriqué en zone dollar, alors que nous, on est en zone euro. Donc les produits en dollars valent beaucoup moins cher en France. Deuxième raison fondamentale. Troisième raison fondamentale, l'article 63 du TFUE a permis à des fonds d'investissement américains de racheter l'entreprise, ce qui n'existait pas auparavant. Donc les fonds d'investissement, les fonds vautours, ont racheté cette entreprise en 2007, comme je l'ai montré tout à l'heure. Quatrième raison, les actionnaires américains de ces fonds d'investissement se sont moqués éperdument de plonger 357 personnes dans l'inquiétude et peut-être dans la misère. Ils s'en foutent éperdument. Ils sont là pour faire du fric. C'est pas du tout le raisonnement d'un chef d'entreprise qui se sent en partie responsable de ses ouvriers, comme c'était, certes on peut parler de paternalisme, mais quand même, un chef d'entreprise digne de ce nom était toujours dans la grande tradition des chefs d'entreprise pour objectif, d'abord et avant tout de développer son entreprise, qui souvent il avait, si c'était une entreprise familiale, et puis d'assurer son train de vie, mais aussi le train de vie des gens qui travaillaient pour. Alors que des fonds d'investissement américains, ils sont là, ils n'ont pas d'état d'âme. Hein. L'entreprise à Fumel, quand vous êtes un gérant de fonds d'investissement qui se trouve en Californie, on s'en fout éperdument. Pas besoin de vous dire. La seule chose qui compte, c'est le cash. Qu'est-ce que ça rapporte? Voilà. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, les politiques d'austérité dictées par la Commission européenne, la BCE et le FMI qui nuisent à la consommation. Ben, les gens ralentissent aussi l'achat de parquets, voilà, parce que les gens n'ont plus d'argent. Donc vous avez sur ce cas typique, il y a eu 357 personnes qui ont perdu leur emploi. C'est l'accumulation de tous ces trucs où vous voyez bien que le processus d'origine, je ne dis pas que parfois il y a des entreprises qui vont au dépôt de bilan parce qu'il y a une mauvaise gestion de leurs dirigeants, ça peut arriver. Mais vous voyez que sur ce cas, comme sur le précédent, ce n'est pas le cas. C'est d'abord et avant tout d'une situation insupportable qui est faite aux chefs d'entreprise, aux dirigeants d'entreprise, parce qu'on les met dans une situation qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils ont un euro surévalué, ils sont mis en concurrence avec des pays où en Indonésie, par exemple, on fabrique des parquets avec des salaires, des charges sociales infinitésimaux par rapport à la France. En plus de ça, l'entreprise peut être rachetée par des fonds d'investissement qui sont là pour faire de l'argent. Au total, ce sont les salariés qui trinquent. Voilà ce que ne vous diront pas les autres candidats. Alors le résultat de tout ça, eh bien, c'est que nous avons ici le nombre de milliards d'heures travaillées dans l'industrie en France, et ce suicide économique silencieux auquel nous assistons, et dont je vous ai montré la photographie tout à l'heure en préambule avec cette disparition de l'industrie française. On est passé en 15 ans d'environ 6,1 milliards d'heures de travaillées dans l'industrie à maintenant à peu près 4,2 milliards d'heures travaillées. On a perdu un tiers du total des heures travaillées dans l'industrie dans notre pays. Actuellement, chaque jour en France, la France perd chaque jour 5 à 600 emplois par jour. La France perd une usine par jour. Plus de 1500 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté. Selon l'INSEE, le seuil de pauvreté étant calculé par l'INSEE comme 60% en dessous de 60% du revenu médian, encore ne s'agit-il que des dernières données disponibles qui datent de 2010. Donc je crains qu'en 2013, malheureusement, compte tenu de l'aggravation très rapide de la situation, actuellement, il y a peut-être 2000, 2500 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Donc on a affaire à quelque chose qui est d'une extrême gravité. C'est du sérieux, ce dont on parle. Si je suis venu me présenter ici, encore une fois, c'est pas pour le plaisir. C'est pas pour... c'est parce que nous espérons, avec mon suppléant Régis, qui aura l'occasion de répondre à vos questions avec moi tout à l'heure, nous espérons que les électeurs de cette circonscription vont d'un seul coup comprendre qu'on leur offre une possibilité assez extraordinaire, c'est d'envoyer balader tous les responsables politiques qui sont responsables de cette situation depuis tant d'années, sans pour autant leur proposer un parti extrémiste. Parce que nous ne disons pas que c'est la faute des Arabes. Voilà. On ne dit pas que c'est la faute de ci ou d'Al-Qaïda. On ne dit pas que c'est la faute de l'immigration. On ne dit pas qu'il y a, bien sûr, il y a des problèmes avec l'immigration. Mais on dit que la faute essentielle, la situation actuelle, ça vient des traités européens, ça vient de l'euro, ça vient qu'on met la situation des agriculteurs, la situation de l'industrie dans une situation absolument épouvantable. Voilà ce que nous disons. Si vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment,
pour arrêter la destruction de l'industrie et des emplois ouvriers du Lot-et-Garonne, alors je me ferai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour demander que la France sorte de l'euro pour récupérer la maîtrise de sa politique monétaire, notamment pour le change externe, dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 32, 63 et 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il n'y a pas une seule fois où au Parlement français, un seul député ait pu attaquer le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, en connaissant les dossiers peut-être mieux que le ministre, en disant « Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites de ça ?» C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voulez, oui ou non, dans cette circonscription, avoir un député comme ça, ou est-ce que vous allez avoir, encore une fois, un député socialiste qui sera le N+1 à voter comme les autres, ou un député UMP qui sera le N+1 à voter comme les autres? Voilà. Je profite au passage pour signaler que notre programme ne se limite pas à la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Notre programme, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est un programme qui est directement inspiré du programme du Conseil national de la résistance de 1944, programme qui d'ailleurs avait été soutenu par tout le spectre politique français. Certes, il y avait des forces de gauche importantes, le Parti communiste français était très important en 1944, les gaullistes aussi, mais il y avait aussi le combat, les socialistes, il y avait aussi des gens de droite, il y avait aussi des... D'ailleurs, dans le programme du Conseil national de la résistance, il est question de l'union des patrons et des ouvriers, donc ce n'est pas un programme qui est communiste, ce n'est pas un programme de lutte des classes, c'est un programme d'union nationale sur un objectif qui est de sauver la patrie et de redresser les choses. Donc on s'en est inspiré exactement. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, priorité à la production nationale, c'était le terme même qui était utilisé dans le programme du CNR. On l'a repris, je renvoie ceux qui ne le connaissent pas, au programme présidentiel que j'ai présenté le 3 décembre 2011. Ça veut dire donc dénoncer des nombreux articles des traités européens, les articles 32, 63, 282, je viens de le préciser. Ça implique une sortie de l'Union européenne, ce qui est cohérent avec notre programme. En revanche, aucun programme électoral ne proposant ni la sortie de l'Union européenne, ni la sortie des articles 32, 63 et 282 ne sera à même de lutter si peu que ce soit contre les délocalisations et contre la destruction industrielle. C'est bien ce qui se passe, hein. Si les Français sont furieux contre les hommes politiques, un de nos militants qui distribue un tract dans la journée s'est fait agresser par quelqu'un qui dit de toute façon les politiques, il faudrait tous les mettre à l'échafaud ou à peu près. Bon. Mais c'est ce qu'on entend dans la population. C'est que, effectivement, tous les responsables, il n'y a pas un seul responsable politique de l'extrême droite à l'extrême gauche qui disent ce que je dis. C'est tout simplement ça. Donc personne n'apporte la solution aux Français. Je suis désolé de le dire, mais le seul à apporter la solution, c'est nous. Nous voulons également récupérer immédiatement notre siège plein et entier à l'Organisation mondiale du commerce. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est là que se décident les droits de douane pour protéger ou ne pas protéger ces productions. Or, nous sommes membres de l'OMC, mais nous n'y siégeons pas, nous nous faisons représenter par un commissaire européen qui parle au nom de 27 États dont les intérêts sont complètement opposés sur ces questions. Donc le commissaire européen fait absolument ce qu'il veut, puisqu'il est censé défendre un intérêt commun à des États qui n'en ont pas. Nous voulons également, dans cette priorité à la production nationale, prendre des mesures de sauvegarde immédiate, comme on dit en termes douaniers, dans un certain nombre de secteurs industriels clés. Il faut absolument dresser la liste des secteurs les plus menacés actuellement et prendre des mesures de sauvegarde. Parce que vous avez vu ce qui se passe. Nous sommes exactement comme quelqu'un qui se suicide et qui est dans une baignoire d'eau chaude et qui s'est coupé les veines. Nous perdons 600 emplois par jour. C'est peut-être plus intéressant que de regarder Koh-Lanta à la télé, de s'en préoccuper. Nous voulons rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Quand je dis rétablir un contrôle, ça ne veut pas dire l'interdire. Ça veut dire le contrôler. J'en ai suffisamment parlé tout à l'heure. Nous voulons relocaliser en France le plus grand nombre possible de commandes publiques. Vous savez, par exemple, qu'à cause de l'Union européenne, nous n'avons plus le droit, les autorités publiques n'ont plus le droit d'exiger que ce soit fabriqué en France. Il y a interdiction faite à l'ensemble des ministères de s'approvisionner ailleurs que ça. Ça, c'est ce que nous voulons faire, mais actuellement, ça n'est pas le cas. Nous voulons interdire
à l'ensemble des ministères, des collectivités publiques de s'approvisionner ailleurs qu'en France, sauf s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc on veut limiter les appels d'offres aux productions faites en France à plus de 75%, parce qu'il y a toujours des parts qui sont désormais un petit peu faites ailleurs. Si vous allez voir la flotte de véhicules maintenant, par exemple des ministères à Paris, vous avez des véhicules qui ne sont plus fabriqués en France. Vous savez ou vous ne savez pas que les uniformes maintenant de la gendarmerie ou de la police maintenant sont fabriqués au Maroc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pays qui n'est même pas capable d'habiller ses propres soldats et ses propres policiers? Alors évidemment, c'est interdit. Ce que nous vous proposons est interdit par les réglementations européennes. Nous voulons également une gestion dynamique du taux de change externe du nouveau franc, puisque nous proposons la sortie de l'euro et revenir au franc, avec un franc qui doit se déprécier. Et c'est bien que ça se déprécie, parce que si nous conservons une monnaie comme actuellement, nous sommes en train de tuer l'agriculture et l'industrie française. Voilà. Et que l'on ne vienne pas me dire oui, mais nos dettes vont augmenter de 30%. Ça, c'est un argument qui est faux. Je vous en parlerai dans les questions si ça vous intéresse.